On va parler de la Chine à présent. On va se poser cette question. En ce 43e jour de guerre, à quoi joue la Chine? Et si la Chine aidait militairement l'Iran bien plus qu'on le pense? C'est une information de nos confrères de CNN qui cite des sources proches des services de renseignement. On en parlait avec vous, Ulysse Gosset, il y a quelques minutes, qui affirme que la Chine envisage de livrer à l'Iran de nouveaux systèmes de défense aérienne. On parle des Manpad dans les prochaines semaines. Merci d'être avec nous, Pierre-Henri Chuet. Pas mal de questions à vous poser ce soir sur le réarmement à la fois du côté iranien mais aussi du côté américain. Avant qu'on parle de ce rôle de la Chine et de la réponse de Donald Trump ce soir, de quoi parle-t-on? Ces Manpad, on dit que c'est des missiles antiaériens portables portés à l'époque, notamment aussi à l'épaule, et à l'époque de la guerre en Ukraine aussi. Depuis la guerre en Ukraine, on les a vus pas mal. Oui, tout à fait. En fait, pour bien comprendre la défense aérienne, vous avez trois grandes catégories de missiles. Vous avez ce qui se porte au-dessus de l'épaule, ce qui fait environ une dizaine de kilos, et qui va pouvoir aller chercher un avion de manière passive jusqu'à 3-4 000 mètres d'altitude. Le gros danger, c'est qu'en tant que pilote, on n'a pas vraiment de préavis, mais il en faut beaucoup sur le territoire pour que ce soit une menace. Après, vous avez 10 fois plus gros, si je puis dire, avec des systèmes qui vont être sur chenilles, qui vont faire de la défense de points. Et ensuite, vous avez de la défense de zone, plutôt tendance à tirer des missiles d'une tonne. Et après la campagne aérienne qu'on a vue ces derniers temps, en fait, des gros missiles, ils ont besoin de radars. Les radars, ils sont détectables, ils ont été détruits. La défense de points, elle doit généralement émettre, mais surtout, elle est plus facilement repérable. Et tout ce qui est au-dessus de l'épaule, c'est beaucoup plus difficile à trouver, c'est même incapable, c'est impossible à éradiquer. Et donc, du coup, c'est le gros danger et c'est ce qui peut empêcher les Américains de descendre à basse altitude. Donc, ça serait logique pour aider de livrer ce type de matériel. Alors justement, vous le disiez, ces missiles antiaériens portables constituent, depuis le début de cette guerre, une menace pour les avions militaires qui volent précisément à basse altitude. L'Iran avait d'ailleurs affirmé avoir utilisé un nouveau système de défense aérienne pour abattre la semaine dernière le fameux F-15. Se peut-il que ce missile ait une appartenance chinoise ? Alors, on peut supposer beaucoup de choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement difficile de savoir ce qui vous touche. D'ailleurs, quand on voit les déclarations, initialement, vous avez le président Trump qui a dit que c'était un missile infrarouge qui avait touché un des moteurs. 2 jours après, le général Kane avait clairement dit qu'on n'avait pas d'informations précises sur ce qui avait touché et amené le F-15 à aller au tas. Par contre, c'est pas le seul avion qui a été touché. On sait qu'il y a du A-10. On a vu des images avec un F-18 à basse altitude qui a été ciblé. Un F-35 qui aurait également été touché. C'est quasi impossible de savoir, sauf pour ceux qui ont pu revenir. Peut-être qu'il y a des morceaux et l'enquête permettra d'y voir plus clair. Mais il ne faut pas oublier que traditionnellement, les Iraniens ont déjà beaucoup de systèmes, que les Russes avaient également annoncé une forte vente avec plusieurs milliers de systèmes qui devaient être livrés. Et donc, on doit se retrouver avec un théâtre. Je vous rappelle que c'est très grand en Iran, avec une hétéroclité extrêmement forte. Et je pense que les Iraniens prennent un petit peu ce qu'ils ont en fonction de la menace. Alors, restez avec nous, Pierre-Henri Chuet, parce qu'on va parler d'un drone, une sorte d'alternative au Shahed, mais côté américain, le Lucas. Si vous pouvez rester avec nous, ça serait super. Serge Chollet, est-ce que cette information vous semble plausible? On a entendu ce qu'a dit Donald Trump. Les Manpads Alors, le fait que la Chine va aider dans les prochaines semaines et va fournir des Manpads aux Iraniens. On a entendu Trump en disant si la Chine fait ça, ils vont avoir de très gros problèmes. Est-ce que cette Chine qui a dit qu'elle était favorable, qu'elle contribuait à la conclusion de l'accord de cessez-le-feu, elle joue un double jeu? Un double jeu, je ne sais pas si c'est un double jeu. La Chine a toujours soutenu l'Iran. On ne peut pas parler d'alliés, mais en tout cas, il y a un appui. Oui, mais elle ne dit pas ouvertement qu'il y a du transfert de matériel. Elle ne peut pas le dire non plus. Ouais. Non, elle ne pourra peut-être pas le dire, mais l'avantage de ce type de missile très courte portée, c'est que justement c'est tout petit, ça se transporte dans des petits containers et qui peuvent passer très largement inaperçus, contrairement à des grands systèmes tels qu'ils en avaient de la part des Russes et probablement aussi des Chinois et qui ont été mentionnés, ces systèmes avec radar et donc qui sont indiscrets et qui peuvent faire l'objet de frappes. La Chine de toute évidence est un livreur, un fournisseur d'armement de l'Iran depuis de nombreuses années. La principale menace anti-navire est d'origine chinoise. Alors, elle a été iranisée sous le nom de Nour, mais à l'origine, ce sont des missiles C-802 chinois. Des radars, mais ceux-là ont vraisemblablement été détruits. Des missiles antiaériens longue portée, vraisemblablement aussi tous détruits, sont aussi souvent d'origine chinoise. Donc, la Chine livre. Mais encore une fois, on ne peut pas parler de double jeu. C'est encore une fois un commerce qui remonte à des décennies. Et l'essentiel de l'armement iranien, il est d'origine russe, d'origine chinoise
ou par des moyens propres à l'Iran, ont été iranisés. Voilà, donc il n'y a pas de double jeu. On parle aussi de la fourniture de renseignements par les Russes ou par les Chinois, notamment du renseignement d'origine spatiale. Les Chinois ont la gamme complète. Oui, donc c'est un secret de polichinelle. En fait. C'est un secret de polichinelle, et d'autant plus qu'il peut y avoir une livraison à travers des entreprises privées ou pseudo-privées chinoises. On a parlé de Mizar, je ne sais plus laquelle, qui est en fait l'équivalent d'Airbus Pléiade et qui commercialise des images de très grande qualité depuis l'espace. Mais il y a aussi les satellites étatiques chinois qui peuvent très bien dont les images peuvent très bien être fournies et exploitées par les Iraniens. Très vite, Vice. Oui, alors ce qui est très important, c'est que ces révélations interviennent donc à la veille d'un sommet à Pékin de Trump avec Xi Jinping. Et la deuxième chose, c'est que sur le plan militaire, on se souvient que lorsque l'URSS a envahi l'Afghanistan, les Américains ont eux-mêmes livré des missiles solaires portables aux Moudjahidines, les Stinger, qui ont permis finalement de détruire de très nombreux hélicoptères et avions soviétiques, et ça a changé le cours de la guerre. Tout à fait. Et ça s'est traduit, in fine, par la retraite des soviétiques qui ont été obligés de quitter l'Afghanistan. En Iran, si les gardiens de la révolution avaient ces missiles portables solaires fournis par la Chine en quantité, ça changerait la donne d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils pourraient abattre un certain nombre d'avions de la coalition américano-iranienne, et donc ça aurait une implication militaire extrêmement importante. Donc ces informations ne sortent pas par hasard, elles étaient anticipées. C'est vrai que la Chine fournit des composants électroniques, etc., et que la Russie a des accords de défense avec l'Iran qui permettent à l'Iran d'avoir des armes. Et ce soir, Donald Trump a mis en garde la Chine, ils vont avoir de gros problèmes, a dit le président américain. Mais néanmoins, ces missiles, j'allais dire, dès lors qu'on a la supériorité aérienne et qu'on vole au-dessus de 10 000, 20 000 pieds, c'est-à-dire 3 000, 4 000 mètres, ils sont inutilisables. Donc, oui, c'est pour les c'est uniquement en basse altitude, c'est uniquement lorsqu'on veut faire des missions comme la récupération du pilote notamment s'il y avait américain. opération de troupes au sol avec les avions A-10 et les hélicoptères, ça pourrait être extrêmement dangereux. Pierre-Henri Chuet, vous êtes toujours avec nous. Alors, dans cette guerre, on vous parle souvent des drones Shahed utilisés par les Iraniens et de leurs effets dévastateurs. On parle peut-être un peu moins de leur équivalent américain. J'aimerais qu'on en parle ce soir, les drones Lucas, dont vous allez peut-être voir les images à l'écran. Les drones Lucas, arme dont on nous dit qu'elle est devenue, voilà, ils sont là, ces drones Lucas, indispensables. Avant de vous interroger, Pierre-Henri Chuet, sur cet engin, écoutons ce qu'en disait en conférence de presse Brad Cooper, le plus haut gradé du CENTCOM. Écoutez. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Lucas est indispensable. Et si vous ne le saviez pas, il s'agissait d'un drone de conception iranienne. On l'a capturé, on l'a vidé de ses composants et on l'a renvoyé aux États-Unis, en y ajoutant une petite touche Made in America. On l'a ramené ici et maintenant on tire sur les Iraniens. De très bonnes cibles. Pierre-Henri Chuet, dites-nous tout. Pourquoi a-t-il été baptisé Lucas et comment a-t-il vu le jour? Est-ce que c'est récent et est-ce vraiment un calque du drone Shahed? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rétro-engineering, ça s'est toujours fait. Si vous prenez les missiles RR, le tout premier missile RR soviétique, c'est la copie conforme d'un missile américain qui avait tapé un avion chinois. Mais le Lucas, c'est pour Low Cost Uncrewed Combat Attack System. Donc, en fait, c'est un système d'attaque où il n'y a personne à bord, qui ne coûte pas cher. Et ce que ça vient apporter aux décideurs américains, en fait, c'est une capacité de frappe qui est très peu onéreuse et qui va permettre de saturer les défenses adverses. Donc on a déjà vu son emploi face au Venezuela, et d'un point de vue vraiment tactique, le grand avantage, c'est que ça va vous permettre de saturer des défenses adverses, d'envoyer une multitude de plots qui vont quand même essayer d'aller vers leur cible, même si, et c'est important de le bien expliquer, on est avec des charges militaires extrêmement légères, de l'ordre de 18 kg pour le Lucas, plus légère que les Shahed 136. Donc on a un petit effet militaire, mais le grand avantage, c'est cette saturation et cette capacité à frapper à bas coût, en fait, un adversaire sur une cible qui est très peu durcie. Et là où, pendant des années, en fait, en Occident, on a développé des missiles de croisière, on a développé beaucoup d'armements avec une grosse capacité de pénétration, avec une grosse charge militaire, et même des fois, on tirait en tant que pilote des bombes de 250 kilos sur des mobylettes. On a eu cette problématique-là, et on voit ce virage depuis quelques années pour aller vers du plus léger, vers du plus rapide,
c'est triste à dire, mais du consommable et du saturable. Même si c'est pas nouveau en soi, il faut savoir que ce type d'arme de saturation, ça existait avant. On appelle ça les ADM, les MALD. C'était utilisé de manière très spécifique contre les défenses aériennes. Mais là, on découvre un petit peu, d'un point de vue industriel, de nouveaux modes opératoires qui avant étaient vraiment à la marge et assez peu démocratisés. Donc le L de Lucas, je rappelle, c'est pour low cost. Low cost, on a vu 35 000 $, c'est un peu moins de 30 000 euros. Je comprends qu'on en envoie plusieurs à la fois, ces drones kamikazes, pour saturer. À ce tarif-là, on peut quasiment les fabriquer de manière illimitée, généralement. Ah, mais totalement. Et c'est tout l'atout des Iraniens actuellement. Ils sont sans doute arrivés aux limites de leur production, de leur stock de missiles et de flux de missiles, puisque ça, c'est une technologie qui demande quand même des installations industrielles de grande taille et qui ont sans doute été détruites par les Américains et les Israéliens. En revanche, ces drones, il y a une capacité de dissémination des moyens de production et les Iraniens, à mon avis, pourront continuer en flux à produire ce type de drone. Je rajouterais, pour compléter le propos, c'est que tout ça, à l'origine, c'est israélien. On appelait ça les drones Harpy, qui, dans les années 80, ont saturé les défenses solaires syriennes. Il y a de nombreux pays qui ont complètement oublié la chose. Les Israéliens n'ont pas cessé d'améliorer la chose. Les Iraniens, ensuite, ont effectivement produit ce genre d'armes. Et moi, une de mes dernières missions, quand j'étais encore militaire, c'était en Arabie Saoudite pour aller voir les résultats des attaques iraniennes sur les installations d'Aramco par missiles de croisière et par drone. Et c'est là qu'on avait découvert le Shahed. Les Américains, avec les Saoudiens, avaient tout récupéré. Et ils ont développé, à partir de tous ces systèmes récupérés en Arabie Saoudite, ils ont récupéré et ont fait la copie américaine. L'idée, c'est des munitions pas chères pour saturer les défenses adverses. Pierre-Henri Chuet, avant que vous nous quittiez, il y a l'ancien secrétaire adjoint à la défense des États-Unis, Michael Sierowitz, qui dit que c'est l'arme la plus utilisée aujourd'hui par l'armée américaine en Iran. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que, deux choses, est-ce que le Lucas est précis? Est-ce qu'il est facile à abattre? Alors, est-ce que c'est vrai? Pour tout vous dire, je ne suis pas dans le secret, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, comme le disait le général, c'est une arme qui coûte pas cher. À partir de là, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue targeting, d'un point de vue choix des cibles, tout ce qui est cible enterrée ou très défendue, ce n'est pas quelque chose à traiter avec le Lucas. Tout ce qui va plutôt être de surface ou des petits véhicules qui ne bougent pas ou des concentrations à l'extérieur, ou même des petits bateaux, vous parliez tout à l'heure de la guerre des mines, ça on peut envoyer des Lucas dessus, et d'un point de vue rapport qualité-prix, plutôt effet militaire-prix, c'est quelque chose d'extrêmement utile. L'autre avantage, c'est que vous ne prenez aucun risque. On parlait tout à l'heure de la suprématie aérienne dans l'espace iranien. Il faut quand même pas oublier que d'après certaines sources américaines, il y a 25 drones américains, des Reapers, des gros drones, qui ont été détruits. Donc il y a quand même un risque dans certaines zones de l'Iran, non négligeable. Et pour le décideur américain, envoyer dans certaines zones le Lucas plutôt que d'envoyer une patrouille d'aviation de chasse, c'est également jouer avec la prise de risque. Et on a vu, le public américain n'est pas prêt à voir un pilote américain tomber entre les mains iraniennes. Donc c'est aussi une option supplémentaire à faible coût pour le décideur pour aller toucher certaines zones où peut-être qu'on estime que la prise de risque ne mérite pas d'envoyer des équipages. Merci Pierre-Henri Chuet, c'est toujours passionnant de vous entendre décrypter ces armes de guerre. J'enchaîne rapidement parce qu'il y a un autre sujet qu'on n'a pas eu le temps de passer sur le temps d'antenne. Juste avant, regardez ça comme c'est beau, on a reçu les patchs posés, pas cassés, les flammes posées, pas cassées, également disponibles sur le site. Mon petit préféré, parce qu'en conférence, j'adore intervenir sur le bon chasseur, mauvais chasseur, qui en fait c'est quoi le bon professionnel. Si vous voyez dans le prochain bouquin, on parle beaucoup de Maverick. Maverick qui est un professionnel, qui est doué, qui a beaucoup de talent, mais qui ne comprend pas exactement ce qu'attend son leader de lui, Iceman. Donc ça pose 2-3 petits soucis. C'est ça, c'est quoi le bon chasseur? C'est un vrai sujet, on en reparlera. Et il nous reste quelques patchs 551. Si vous allez sur le site web, que vous précommandez le bouquin qui vous sera envoyé dans quelques jours, vous gagnez un patch 551, il n'en reste plus que quelques-uns. Mais le sujet dont je voulais vous parler, qu'on devait traiter en plus, c'est celui en fait des missiles intercepteurs. Il y a un gros contrat signé et ce qui est intéressant, c'est que l'armée américaine, qui initialement devait avoir environ 3 à 4 000 intercepteurs, vient d'annoncer qu'ils en veulent 14 000 intercepteurs de patriotes, les gros patriotes. Et pour les gros patriotes, il faut bien comprendre que maintenant on est au SM3. Donc pour faire simple, SM3, 3 comme un tiers.
La génération précédente, on était sur des lanceurs extrêmement gros, de l'ordre d'1 tonne, avec une grosse charge militaire, de l'ordre de 100 kg. Avec le SM-3, on est sur un missile qui est lancé, qui est beaucoup plus petit, ont 8 kg de charge militaire et environ 300 kg. Pour faire simple, on est un tiers de la taille, un dixième de la charge militaire. Pourquoi? Parce qu'on va faire du hit to kill, c'est plus précis et ça va directement taper. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en 2025, ils ont fait 630 intercepteurs, plus 60% en 2 ans. Et on va de plus en plus entendre parler du balistique pour une raison très simple. Il y a encore 5 ans, personne ne pensait qu'un jour les missiles balistiques seraient utilisés. Depuis 2 ans, on voit des pays dotés ou non dotés s'envoyer des missiles balistiques, pas envie de vous dire toute la journée, mais presque. Ou de l'aérobalistique, comme on l'a vu au Qatar. Donc vous avez le Qatar, vous avez le Pakistan, vous avez l'Inde, vous avez Israël, vous avez forcément la Russie, vous avez forcément l'Ukraine. Tous ces pays qui connaissent le danger du missile balistique. On a de la chance en France, on a le Mamba, donc notre système de défense, mais on en a très peu. On a vraiment extrêmement peu de systèmes. Alors, Mamba, Crotale, c'est des noms de serpents. Les Américains ont ce Patriot, les clients des Américains ont le Patriot. Or, comme les Américains ont besoin de se prémunir d'attaques éventuellement saturantes en Asie, ils ont besoin de beaucoup de stocks. Surtout qu'on a vu que par moment, il faut 3 intercepteurs pour espérer toucher un missile qui manœuvre. Parce que forcément, la technologie évolue, mais les missiles balistiques évoluent également. Et à partir de là, c'est le jeu du chat et la souris. Donc vous avez cette demande pour les États-Unis, mais également pour tous leurs clients, qui fait qu'il y a cette accélération et vous allez beaucoup entendre parler des missiles d'intercepteurs balistiques, mais également des missiles balistiques. La France veut investir dans du balistique parce que voilà, on s'était détourné un petit peu de tout ça. Donc on veut de l'aérobalistique, c'est Ariane qui travaille dessus si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, à la base, c'était pour la dissuasion nucléaire. Mais il y a désormais une vie conventionnelle dans le balistique et forcément dans la défense balistique. C'était le petit point supplémentaire que j'avais pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine, excellent dimanche, fly safe et pourquoi pas, rendez-vous en conférence pour intervenir dans votre entreprise. On a le nouveau livre, Au-delà du leadership, sur l'art d'être un bon équipier. C'est quelque chose qui n'est pas assez intellectualisé à l'heure actuelle dans la plupart des clients, dans la plupart des entreprises où on a la chance d'intervenir. Ou sinon, on intervient également sur la journée sécurité. Donc, on fait beaucoup d'aide et de sensibilisation sur la transformation de la culture de sécurité en prenant l'exemple de l'aéronavale américaine, l'exemple de l'aviation de ligne. Pourquoi ces 2 exemples-là? Le côté américain et le côté aéronaval ou aéronavale française, parce que c'est très intéressant de voir l'évolution entre Papy Boyington et entre les 2 tiers des pertes à la guerre qui sont dues à des accidents et ce qui se fait aujourd'hui. Et le côté aviation de ligne, parce que ça marche, parce qu'il y a 150 000 vols par jour, est très important, parce que ça fonctionne dans le monde civil avec une contrainte budgétaire, avec un besoin de ROI à la fin de la journée et avec tout type de public, sur tout continent, avec tout type de culture. C'est pour ça qu'on fait ça, ça fonctionne. Je vous dis à très vite et d'ici là, fly safe.